Histoire au crépuscule. Le vent a-t-il de nouveau poussé de son souffle la pluie au-dessus de la ville, qu'il règne tout d'un coup une telle pénombre dans notre chambre? Non, l'air est d'une clarté argentée et paisible, comme rarement en ces jours d'été. Mais l'heure a passé sans que nous nous en rendions compte. Seules les fenêtres mansardées, de l'autre côté, sourient encore d'un éclat discret, et le ciel au-dessus du faîtage est déjà crépé de fumée dorée. Dans une heure, il fera nuit. Et cette heure-là sera admirable, car il n'est de plus beau spectacle que cette couleur qui peu à peu se fane et sombrage. Puis dans la chambre, l'obscurité qui jaillit du sol, jusqu'à ce qu'au bout du compte, les flots noirs se referment sur les murs dans un battement muet et nous emportent dans leurs ténèbres. Alors, quand on est assis face à face, sans un mot, on a l'impression que le visage familier devient en s'enfonçant dans les ombres, plus vieux, plus étranger et plus lointain, comme si l'on ne s'était jamais connu ainsi, comme si un vaste espace et de nombreuses années nous séparaient. Mais tu ne veux pas du silence à présent, dis-tu, sans que l'on s'en soit oppressé par l'horloge. Sans quoi l'on se sent oppressé par l'horloge, qui disloque le temps en 100 petits éclats, et par le souffle qui, dans le silence, devient aussi bruyant que celui d'un malade. Il faut que je te raconte quelque chose maintenant. Je le fais de bon cœur, mais il ne s'agit pas de moi, car notre vie dans ces villes infinies est pauvre en expérience. Ou du moins nous en avons l'impression, parce que nous ne savons pas encore ce qui nous est réellement propre. Mais je veux te raconter une histoire, pour cette heure qui n'aime en réalité que le silence. Et je voudrais qu'elle ait quelque chose de cette lumière chaude, moelleuse et fluide, de cette lumière crépusculaire qui se tient en suspens, comme un voile devant nos fenêtres. Je ne sais pas comment cette histoire est venue jusqu'à moi. La seule chose dont je me souvienne, c'est que je suis restée longtemps assise dans ces lieux au début de l'après-midi. Je lisais un livre, puis je l'ai laissé s'abaisser sur mes genoux, entraînée dans la rêverie par ma somnolence, peut-être même par un sommeil discret. Et soudain, j'ai vu des silhouettes qui glissaient le long du mur, dont je pouvais entendre les mots et voir la vie. Pourtant, lorsque je voulus suivre du regard ces choses qui se dérobaient, j'étais déjà de nouveau seule et éveillée. Le livre reposait par terre, à mes pieds. Comme je le ramassais et m'interrogeais sur ces personnages, je n'y retrouvais plus l'histoire. On aurait dit que, sortant du livre, elle m'était tombée entre les mains, ou qu'elle ne s'y était jamais trouvée. Peut-être l'avais-je rêvé, ou bien l'avais-je lu dans l'un de ces nuages aux couleurs vives qui ce jour-là arrivèrent dans notre ville en provenance de pays lointains et emportèrent la pluie qui nous avait si longtemps tourmentés. À moins que je ne l'ai entendu dans ce vieux chant naïf qu'un orgue de barbarie faisait mélancoliquement grincer sous ma fenêtre, ou bien encore quelqu'un me l'avait-il raconté des années auparavant. Je ne sais pas. De telles histoires viennent souvent à ma rencontre et je laisse les événements qu'elles relatent ruisseler comme un jeu entre mes doigts, sans les retenir, tout comme on flatte en passant sans les cueillir, les épis et les fleurs. À haute tige. Je ne fais que les rêver en partant d'une image brusque et colorée et en allant vers une fin plus tendre, mais je ne les attrape pas. Cependant, tu veux aujourd'hui que je te dise une histoire, et je vais te la raconter maintenant, en cette heure, où le crépuscule nous donne l'envie de voir briller devant nos yeux ces choses vives et mobiles qui s'appauvrissent dans le gris. Par quoi dois-je commencer? Je sens que je dois faire ressortir de l'obscurité un instant, une image et un personnage, car c'est de la sorte que ces étranges rêves commencent aussi en moi. Mais voilà déjà que le souvenir me revient. Je vois un jeune et mince garçon qui descend l'escalier aux larges marches d'un château. C'est la nuit. Une nuit où ne brille que la lumière terne de la lune. Mais je saisis comme avec un miroir éclairé chaque contour de son corps souple. Je vois précisément ses traits. Il est d'une beauté extraordinaire. Ses cheveux noirs lui tombent sur le front, presque trop haut, en une coiffure lisse et enfantine, et les mains qu'il avance dans l'obscurité pour sentir, à tâtons, la chaleur de l'air saturé du soleil, sont très tendres et nobles. Son pas hésite, il descend,
la rêveur vers le grand jardin bruissant de ses nombreux arbres ronds, à travers lequel rayonne une unique et large chaussée, semblable à une passerelle blanche. J'ignore quand tout cela se passe, hier ou il y a 50 ans, et je ne sais pas non plus dans quel lieu, mais je crois que ce doit être en Angleterre ou en Écosse, car ce sont les uniques contrées où j'ai vu d'aussi hauts châteaux en larges caissons de pierre, qui de loin cet air de défi et de menace propre au castel, et que seul le regard d'un habitué voit s'incliner de bonne grâce vers les jardins clairs et emplis de fleurs. Oui, à présent, j'en suis certain, c'est bien en haut en Écosse, car c'est le seul endroit où les nuits d'été sont si lumineuses que le ciel brille, laiteux comme une opale, et que les champs ne s'assombrissent jamais, si bien que tout paraît briller doucement, de l'intérieur, et que seules les ombres s'abattent sur les surfaces claires, comme de gigantesques oiseaux noirs. C'est en Écosse. Oh, j'en suis bien certain désormais, et si je m'en donnais la peine, je trouverais de ce château de compte le nom et le jeune garçon, car désormais l'écorce sombre se détache du rêve, et je sens tout avec la clarté que si ce n'était pas un souvenir, mais quelque chose que l'on est en train de vivre pendant l'été. Le jeune garçon est l'hôte de sa sœur, qui vit mariée, et conformément aux manières amicales des familles anglaises distinguées, il ne reste pas seul. Le soir, l'assemblée regroupe quantité d'amis de chasse, accompagnés de leurs épouses, auxquelles se joignent quelques jeunes filles, de hautes et belles personnes dont la gaieté et la jeunesse jouent en riant mais sans devenir bruyantes pour autant, avec l'écho des vieux murs. Pendant la journée, des chevaux bondissent de droite et de gauche. On conduit des chiens dans leurs enclos de l'autre côté, sur la rivière, scintillent 2 ou 3 canots. Une activité éloignée de tout affairement donne à la journée un rythme rapide et agréable. Mais le soir est tombé, à présent, et la table s'est dispersée. Assis dans le hall, les messieurs fument et jouent, jusqu'à minuit. Par les fenêtres blanches et claires, des faisceaux de lumière au contour tremblotant tombent dans le parc, parfois accompagnés d'un rire plein et drôle. Le plus souvent, les dames sont déjà dans leur chambre. Peut-être une ou deux papotent-elles encore dans le vestibule. Ainsi, le jeune garçon se retrouve-t-il tout seul le soir. Il n'a pas encore le droit de rejoindre les messieurs, sinon pour un instant, et il craint la proximité des femmes, car souvent quand il appuie sur la poignée d'une porte, les voix baissent d'un seul coup et il devine qu'elles disent des choses qu'il ne doit pas entendre. D'une manière générale, il n'aime pas leur compagnie. Elle l'interroge comme s'il était un enfant et n'écoute ses réponses que d'une oreille. Elle se sert seulement de lui pour rendre 1000 petits services et le remercie ensuite comme un gentil petit. Il a donc voulu aller se coucher et a déjà monté les marches de l'escalier. Mais la chambre était trop chaude, emplie et comprimée par une chaleur torride, sourde et immobile. Il avait oublié de fermer la fenêtre pendant la journée et le soleil s'était engouffré dans les lieux. Il avait rendu la table brûlante et chauffé le lit à blanc. S'était pesamment déposé sur les murs et son souffle lourd et chaud tremble encore, excité depuis les recoins et les rideaux. Et d'un autre côté, il était encore de si bonne heure, et à l'extérieur la nuit d'été brillait comme un cierge blanc, si tranquille, si dénué du moindre souffle de vent, d'un calme tellement exempt de désir et de nostalgie. Alors le jeune garçon a descendu le haut escalier du château pour rejoindre le jardin au-dessus duquel repose, comme une auréole, la ligne ronde du ciel et sa lumière mate, et où un séduisant parfum expiré par une foule de fleurs invisibles va à sa rencontre en frémissant. Et ce sont d'étranges humeurs. Il ne saurait dire comment, pris dans le sentiment confus de ses 15 ans, mais ses lèvres tremblent comme s'il devait lancer une parole quelconque dans la nuit, ou lever les mains, ou fermer longuement les yeux, comme s'il existait quelque chose de mystérieux et de familier entre lui et cette nuit d'été au repos. Quelque chose qui réclamerait quelques mots ou un signe de salutation. Lentement, le garçon quitte la large allée à ciel ouvert pour rejoindre l'un des sentiers latéraux où les arbres semblent, tout en hauteur, laisser s'embrasser leur couronne illuminée d'une lueur argentée,
tandis que le poids de la nuit tient l'obscurité pressée contre le sol. Le silence est total. Seul le son indescriptible que produit le silence dans un jardin, cette vibration bourdonnante, comme si une pluie moelleuse tombait dans l'herbe, ou comme si les roseaux s'effleuraient en ronronnant, souffle aux côtés du marcheur totalement perdu, dans une mélancolie suave et insaisissable. Parfois, sans bruit, il effleure un arbre ou s'immobilise pour suivre ce son fugace. Son chapeau lui serre le front. Il le dépose pour sentir sur ses tempes nues, là où sonne son sang, la main du vent somnolent. Là, d'un seul coup, au moment où il entre plus profondément dans l'obscurité, se produit quelque chose d'inouï. Derrière lui, le gravier grince doucement, et lorsqu'il se retourne en sursaut, effrayé, il ne voit plus que la clarté flageolante d'une haute silhouette blanche, marchant dans sa direction, et déjà devant lui. Puis, dans son effroi, il sent une femme qui l'enserre avec force, quoique sans aucune violence. Un corps chaud et tendre se presse avec insistance contre le sien. Une main passe, fugace, rapide, comme un frisson sur ses cheveux, et ramène sa tête en arrière. Titubant, il sent contre sa bouche un fruit ouvert et inconnu, des lèvres tremblantes qui se collent aux siennes. Ce visage est si près du sien qu'il ne peut en distinguer les traits, et il n'ose pas tenter de le faire, car l'effroi lui frappe le corps comme une douleur, le force à fermer les yeux et à se livrer en proie, sans volonté, à ses lèvres brûlantes. Indécis, incertain comme l'est une question, ses bras s'enlacent à présent cette silhouette étrangère, et pris d'une brutale ivresse, il serre ce corps inconnu contre le sien. Avide, ses mains progressent par saccades le long des lignes tendres, se reposent et tremblent de nouveau, se font plus fébriles, puis emportés, de plus en plus pressants et déjà penchés au-dessus de lui, un fardeau chargé de félicité. Tout le poids du corps repose à présent sur sa poitrine qui cède. Il se sent couler et s'écouler sous cette pression et ce souffle lourd. Et déjà ses genoux flanchent. Il ne pense à rien. Il ne songe pas à la manière dont cette femme est venue le voir, ni au nom qu'elle porte. Il se contente de boire le désir à ses lèvres humides et inconnues, jusqu'à ce qu'il soit ivre, sans volonté, dérivant à perte de sens dans une passion monstrueuse. Il lui semble que des étoiles sont soudain tombées tant cela scintille devant ses yeux. Tout ce qu'il touche tremble et brûle comme des étincelles. Et il ne sait pas combien de temps tout cela dure, si cela fait des heures ou des secondes qu'il est pris dans cette tendre chaîne, porté par cette sensation sauvage de combat voluptueux. Il sent tout flamboyer, tout partir à la dérive, tout tituber dans un admirable vertige. Puis d'un seul coup, la chaîne brûlante se brise, brutalement, presque comme si elle était contrariée. L'étreinte se relâche autour de sa poitrine comprimée. La silhouette inconnue se redresse, et déjà, claire et rapide, un effleurement de lumière claire et vif passe devant les arbres. Et déjà, repart avant qu'il ne puisse lever les mains pour l'attraper. Qui était-ce? Et combien de temps cela a-t-il duré? Angoissé, étourdi, il se redresse contre un arbre. Lentement, la pensée froide revient entre ses tempes fiévreuses. Sa vie lui semble avoir subitement fait un bond de 1000 heures. Ce qu'il avait confusément rêvé à propos des femmes et de la passion, cela serait-il devenu vrai? Ou bien n'était-ce qu'un rêve malgré tout? Il se palpe, se passe la main dans les cheveux. Oui, ses tempes qui martèlent sont humides et fraîches de la rosée de l'herbe dans laquelle elles sont tombées. À présent, toute la scène repasse en un éclair devant son regard. Il sent ses lèvres qui brûlent de nouveau. Il respire le parfum inconnu et crépitant de volupté qui émanait de la robe. Il cherche à se rappeler chaque mot, mais aucun ne lui vient à l'esprit. Maintenant, il se rappelle d'un seul coup, avec effroi, qu'elle n'a strictement rien dit, qu'il ne l'a même pas appelé par son nom, qu'il ne connaît que ses soupirs débordants et la menace, le sanglot du plaisir convulsivement retenu, qu'il ne sait plus le parfum de ses cheveux emmêlés, la pression brûlante de ses seins, les mailles lisses de sa peau, que la silhouette de la femme, son souffle, toutes ces sensations frémissantes lui appartenaient, à lui, et qu'il n'a pourtant pas la moindre idée de l'identité de cette femme
qui dans l'obscurité l'a assailli de son amour, qu'il doit à présent chercher en bredouillant un nom pour désigner sa surprise, son bonheur. Alors l'épisode inouï qu'il vient soudain de vivre avec une femme lui paraît pauvre, d'une pauvreté totale et insignifiant à côté du mystère étincelant qui depuis l'obscurité pointe fixement sur lui ses yeux séduisants. Qui était cette femme? En un instant, il passe en revue toutes les possibilités, fait défiler devant ses yeux les images de toutes celles qui vivent ici au château. Il invoque et fait remonter de sa mémoire chaque moment d'étrangeté, chaque conversation avec elle, chaque sourire des 5 ou 6 femmes qui seules peuvent être impliquées dans cette énigme. La jeune comtesse qui houspillait si souvent son mari vieillissant, peut-être, ou la jeune femme de son oncle dont les yeux d'une douceur tellement étrange irisaient pourtant, ou encore, cette pensée le fait tressaillir d'effroi, l'une des 3 sœurs, ses cousines, qui se ressemblent tant par leur naturel altier, fiers et tranchants. Non, mais c'étaient tous des gens froids et réfléchis. Ces dernières années, il s'était souvent fait l'effet d'un réprouvé, d'un malade, depuis que des braises secrètes retournaient tout en lui et tombaient dans ses rêves en projetant des lueurs vacillantes, comme s'il les avait jalousés, tous si calmes, dénués de vertige et de désir, ou du moins qui en donnaient l'impression. Et sa passion en éveil l'avait angoissé comme une peste. Et maintenant? Et qui donc, parmi toutes celles-là, savait tromper ainsi son monde? Lentement, cette question lancinante expurge son sang de son ivresse. Il est tard à présent, les lampes de la salle de jeu sont éteintes. Lui seul veille encore dans le château. Lui et peut-être encore cet autre. Cet inconnu. La fatigue l'oppresse discrètement. De quoi bon réfléchir encore? Un regard, une étincelle entre les paupières, une pression secrète de la main lui dévoilera forcément tout le lendemain. Rêveur, il monte l'escalier. Rêveur comme il l'a descendu. Et pourtant infiniment différent. Son sang est encore légèrement excité et la chambre réchauffée lui paraît à présent plus claire et plus froide. Quand il se réveille le lendemain matin, les chevaux trépignent et grattent déjà le sol avec leurs sabots. Il entend des voix, des rires, et son nom qu'on prononce. Il bondit sur ses jambes. Il a manqué le petit déjeuner, s'habille avec une rapidité fébrile et se rue en bas, où les autres l'accueillent joyeusement. Un adepte de la grasse matinée, dit la comtesse en s'esclaffant quand elle le voit arriver, et le rire éclate dans ses yeux clairs. D'un regard d'avide, le garçon détaille son visage. Non, ça ne pouvait pas être elle, son rire est trop insouciant. On a fait de beaux rêves, se moque la jeune femme, mais ce tendre corps paraît trop frêle au garçon. Sa question bondit rapidement de visage en visage, mais sur aucun d'entre eux ne l'attend un reflet souriant. Et ils partent pour un tour à cheval dans la campagne. Il épie chaque voix, ses regards scrutent chaque ligne, chaque vague sur les corps de ces femmes agitées par la chevauchée. Il examine chaque pliure, il les regarde lever les bras. Au déjeuner, il se penche pour être plus près et sentir chaque parfum des lèvres ou la chaleur humide d'une chevelure. Mais rien ne lui donne la moindre indication. Une trace fugace sur laquelle pourraient se précipiter ses pensées surchauffées. À l'approche du soir, le jour s'allonge infiniment. Qu'il veuille lire un livre, voilà les lignes qui débordent leurs pages et le conduisent soudain dans le jardin. Et c'est de nouveau la nuit, cette nuit singulière. Il se sent de nouveau enchaîné par le bras de l'inconnu. Alors il laisse le livre tomber de ses mains, tremblantes, et décide de se rendre à l'étang, de l'autre côté. Il se retrouve soudain, à sa grande frayeur, au même emplacement du sentier de Gravillon. Le soir au repas, il a la fièvre. Ses mains errent, vont et viennent sans arrêt à tâtons comme si on les poursuivait. Ses yeux se cachent, craintifs, sous les paupières. Il n'a de satisfaction qu'à l'instant où les autres, enfin, écartent leur chaise de la table. Et déjà il s'enfuit vers sa chambre, puis dans le parc, montant et descendant le sentier blanc qui semble scintiller comme un nuage laiteux sous ses pieds. Il le remonte et le descend, des centaines, des milliers de fois. Les lumières sont-elles déjà allumées dans la salle? Oui, elles se sont enfin enflammées et quelques fenêtres aveugles se mettent elles aussi à briller au premier étage.
Les dames se sont retirées. À présent, si elle veut venir, il ne faudra plus que quelques minutes. Mais chacune de celles qui s'écoulent gonfle à présent d'une rouge impatience jusqu'à en éclater. Et cela monte et descend de nouveau. Il ne fait plus que frémir d'un côté et de l'autre, comme tiré par des cordes secrètes. Et là, d'un seul coup, la silhouette blanche descend furtivement l'escalier. Vite, beaucoup trop vite pour qu'il puisse la reconnaître. On dirait un rayon de lune, ou un voile perdu battant entre les arbres où l'on aurait chassé un vent puissant. Et maintenant dans ses bras qui se referment avidement, comme les tentacules d'une pieuvre, autour de ce corps sauvage et battant, échauffé par sa course rapide. Comme hier de nouveau, c'est un instant unique que celui où cette vague chaude lui frappe la poitrine à l'improviste. Si bien qu'il croit perdre connaissance sous l'effet de ce doux choc, il ne veut plus que s'écouler, se liquéfier dans un sombre plaisir. Mais ensuite, brutalement, l'ivresse s'arrête et il retient sa dresse. Non, ne pas se perdre dans cette merveilleuse volupté, ne pas se vouer à ses lèvres qui aspirent les siennes avant de savoir quel nom porte ce corps qui se presse contre lui, au point de lui donner l'impression qu'un cœur bruyant et étranger bat dans sa propre poitrine. Il incline la tête pour échapper à son baiser et voir son visage. Mais les ombres tombent, et dans la lumière incertaine se mêle à la chevelure sombre, l'enchevêtrement des arbres est trop dense et trop mate la clarté de la lune voilée par les nuages. Il ne voit que les yeux, des pierres ardentes dont l'éclat miroite incrusté quelque part en profondeur dans le marbre au reflet mat. Il va alors entendre un mot, ne fût-ce qu'un éclat de sa voix, même isolé de tout. « Qui es-tu, dis-moi, qui es-tu » demande-t-il d'une voix impérieuse. Mais cette bouche tendre et humide n'a que des baisers, pas de mots. Il veut lui en extorquer un cri de douleur. Il serre le bras, enfonce profondément ses ongles dans la chair, mais il n'arrache qu'un allaitement et une poitrine tendue, un souffle brûlant et la chaleur lourde de lèvres obstinément muettes, qui se contentent de gémir parfois, doucement. Il ignore si c'est de douleur ou de volupté, et cela le rend fou de ne pas avoir d'emprise sur cette volonté rétive, de voir cette femme le prendre dans l'obscurité sans se révéler à lui, d'avoir un pouvoir illimité sur ce corps animé par le désir de ne pas en maître du nom qu'elle porte, et de ne pas être maître du nom qu'elle porte. La colère s'empare de lui, il se défend contre son enlacement, mais elle, sentant que le bras du garçon se fatigue, consciente de l'inquiétude qui s'est emparée de lui, se met à lui flatter les cheveux, apaisante et séduisante de sa main excitée. Alors, au moment où les doigts l'effleurent, il sent contre son front quelque chose qui teinte légèrement, du métal, un médaillon, une pièce qui pend librement au ruban que la femme porte au bras. Alors, brutalement, lui vient une pensée. Comme pris d'une passion furieuse, il serre la main dans sa main et presse la médaille contre son bras à demi dénudé, jusqu'à ce que la surface du bijou s'imprime dans sa peau. Il est sûr à présent de posséder un indice, et tandis que cette marque lui brûle le corps, il se laisse volontairement aller à sa passion contenue. Désormais, il se serre contre le corps de la femme, aspire la volupté sur les lèvres de la femme, se laisse tomber dans cette braise mystérieusement lascive qui s'empare de lui, sans mots au milieu des chaînes. Et lorsque, comme la veille, elle bondit et s'enfuit tout à coup, il ne cherche pas à la retenir, car la curiosité que lui inspire ce signe le met en ébullition. Il se rue dans sa chambre, avive la flamme de la lampe qui se consumait d'une lueur terne et se penche avec avidité sur le stigmate que la pièce a creusé dans son bras. Celui-ci n'est plus tout à fait distinct. Une partie de l'arrondi s'est effacée, mais un coin est encore bien net et imprimé en rouge dans la peau avec une précision qui ne permet pas de doute. Découpée en ongles sur les côtés, la médaille est forcément octogonale et de taille moyenne, à peu près celle d'un penny, mais avec plus de relief, car ici le creux qui correspond à l'élévation de la pièce est encore profond. Ce stigmate le brûle comme du feu à force de le regarder avec une telle force. Soudain, il lui fait mal et la marque douloureuse ne se dissipe qu'au moment où il plonge la main dans l'eau froide. À présent, il se sent tout à fait sûr de lui. Le triomphe étincelle dans son regard. Demain, il saura tout. Okay, thank you for tonight. I hope you enjoyed this video, and if you did,
read more of this amazing story. I really like it.